JM Analysis, un autre regard. Bienvenue à tous et à toutes dans cette émission de JM Analysis où nous allons explorer les pensées étonnantes de Schopenhauer, pensées qu'il développe sur la solitude et pensées que l'on trouve disséminées un peu partout dans son œuvre et surtout dans un ouvrage qui s'intitule Aphorismen über Lebensweisheit, c'est-à-dire des aphorismes sur la sagesse dans la vie. Notre époque, nous le savons tous, fuit la solitude. La solitude qui apparaît littéralement comme le mal du siècle. Malgré nos connexions, nos hyperconnexions, toute une partie de l'humanité, nous le savons, se sent seule et s'en désole. Les jeunes comme les vieux sont nombreux à dire que la solitude est un fardeau dont il faudrait se débarrasser au plus vite. Les médecins la fustigent en la rendant responsable, cette solitude, de maladies organiques et responsable également de notre déclin cognitif. L'obsession médicale, c'est de multiplier ce qu'on appelle les réseaux relationnels. Les entreprises, je dirais que c'est à peu près la même chose, mais avec leur vocabulaire. Il faut privilégier l'esprit d'équipe, le teamwork, comme ils disent, et se méfier des loups solitaires, surtout dans les entreprises. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous imaginons souvent le bonheur en le conjuguant à deux ou à plusieurs, et nous voyons l'isolement sans doute comme un échec existentiel. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'un tiers des Français se sent en fragilité relationnelle, comme on aime bien à le dire, c'est-à-dire que la solitude apparaît véritablement comme le mal du siècle. Mais est-ce que cette solitude est une pathologie ? N'est-ce pas plutôt le signe d'une santé éclatante ? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Schopenhauer, qui sera notre philosophe de la journée, un philosophe allemand du 19e siècle qui secoue un petit peu toutes les idées que je viens de formuler et qui les prend, pour ainsi dire, à rebrousse-poil. Schopenhauer contrecarre nos opinions, en effet, sur la solitude, et il va défendre une thèse aussi puissante qu'étonnante. Schopenhauer affirme en effet que la paix du cœur et la parfaite tranquillité ne se trouvent, dit-il, que dans la solitude. Pour comprendre la vision de Schopenhauer sur la société, il est essentiel de reconnaître des influences. Schopenhauer est un immense lecteur. Il était influencé par une ribambelle d'ouvrages et de doctrines. Mais il était influencé par des gens, des penseurs très anciens qu'on appelait des sophistes, et notamment par un penseur sophiste du nom de Calliclès, qui a eu une influence majeure sur la pensée de Schopenhauer. En effet, ces penseurs du IVe siècle avant Jésus-Christ soutenaient deux choses. Premièrement, que la nature est bonne. Et deuxièmement, que la société est mauvaise. Et c'est l'idée de Calliclès, de ce sophiste, qui était l'élève lui-même d'un immense sophiste, qui est le père de tous les sophistes, qui s'appelait Gorgias. Et Calliclès nous dit, la nature est bonne. Alors pour quelle raison ? Pour une seule raison, c'est que la nature respecte les inégalités. Elle est donc juste, cette nature, car elle respecte les inégalités qui existent entre vous et moi, entre tous les élèves d'une classe, entre tous les membres d'une tribu, entre tous les disciples de Socrate, etc. En effet, lorsqu'on laisse la nature s'exprimer, par exemple, lorsqu'on dit à deux jeunes Grecs, vous allez faire de la course, eh bien à la course, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il est tout à fait naturel que le plus fort l'emporte. C'est une bonne chose, dit Calliclès. Si vous organisez une épreuve de tir à l'arc, vous allez dire il est tout à fait naturel, il est tout à fait juste que le plus adroit puisse vaincre par le jeu, justement, de ses qualités naturelles et le jeu des inégalités. Ce qui fait que l'idée simple mais percutante de Calliclès, c'est que la nature,
qui se dit en grec physis, est juste. Et cette nature est juste tout simplement parce qu'elle respecte la valeur de chacun. À l'inverse, la société, polis, elle, qui s'oppose à physis, la société est mauvaise, car la société repose sur un principe que les sophistes appellent la loi, nomos, et la loi, à la différence de la nature, elle ne veut pas l'inégalité, mais elle réclame l'égalité. La loi égalise tout. Et ce qui fait que la société politique, pour les sophistes, c'est le contraire de la nature, c'est une antinature, pourrait-on dire. Parce que la société repose sur un concept totalement artificiel, c'est le concept d'égalité, ce que les Grecs appelaient l'isonomia, l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité face à la loi, l'égalité devant la loi. Ce qui fait que Schopenhauer va adopter et développer, je dirais à sa propre sauce, les idées des sophistes en affirmant que la société nivelle les différences naturelles. C'est l'idée de Schopenhauer, et c'est une idée qui vient des sophistes. La société nivelle les différences, et la société va rendre, pour Schopenhauer, impossible l'épanouissement des âmes nobles, des âmes talentueuses. La société nivelle tout, et je me permettrai de dire, pour user d'une métaphore, que cette société est comparable au lit de Procuste. Dans la légende, Procuste était un brigand qui avait un lit de fer, sur lequel il forçait ses victimes à s'allonger. Alors si les victimes étaient trop grandes, qu'est-ce qu'il faisait ? Il coupait les membres pour les faire rentrer dans le lit. Inversement, si les victimes étaient trop petites, il les étirait jusqu'à ce qu'elles atteignent la longueur du lit. Le lit de Procuste, vous l'avez compris, symbolise pour Schopenhauer l'imposition arbitraire de normes qui sont rigides et qui ne tiennent pas compte des aspérités du réel, des détails du réel, des caractéristiques individuelles. Écoutons Schopenhauer qui nous dit « La société nous oblige à nous mettre au diapason des autres, à nous ratatiner, pour ainsi dire, voire à nous défigurer. » Mais qu'est-ce que cette société dont parle Schopenhauer ? A-t-elle un rapport avec la société dont parlaient les sophistes, avec cette police ? Eh bien, il ne faut pas oublier que Schopenhauer écrit au XIXe siècle et qu'au XIXe siècle, il fallait faire bonne impression pour rentrer dans la bonne société, en quelque sorte. Toute l'œuvre de Balzac, si vous la connaissez, repose sur l'impression que les jeunes gens doivent faire en société. Et que cela soit sous la Seconde République en France ou sous le régime du Royaume de Prusse pour Schopenhauer, pour tous les jeunes gens du XIXe siècle, il faut passer sous les fourches caudines de la bonne société. Je dirais que c'est ce qui va effrayer le jeune Schopenhauer. Ce qui va effrayer Schopenhauer, c'est l'épreuve du regard des autres, qui avait lieu généralement dans des appartements privés, dans des salons où l'on s'écoutait, où l'on se jugeait, où l'on se critiquait en examinant les caractères des uns et des autres. Alors Schopenhauer va connaître cette ambiance de salon à cause de sa mère. À cause de sa mère, Johanna Schopenhauer, qui écrivait. Il faut savoir que la mère de Schopenhauer était une écrivaine fort connue à l'époque et qui organisait régulièrement des soirées littéraires que Goethe et les frères Schlegel fréquentaient.
Donc ce que Schopenhauer entend par société ne désigne pas seulement le fait de côtoyer d'autres personnes, ce qu'on appelle en philosophie politique la société civile. Non, lorsque Schopenhauer parle de société, il y mélange en quelque sorte des souvenirs personnels, ses propres souvenirs concernant les soirées parfois frivoles de sa mère, qui avait tendance à délaisser son père, d'un père d'ailleurs qui finira par se suicider. Et Schopenhauer a une phrase terrible, puisqu'il nous dit « Madame ma mère donnait des soirées tandis que mon père s'éteignait dans la solitude ». Alors Schopenhauer va considérer que ces soirées, ces mondanités, sont une force nivelante, une force qui étouffe l'individualité et qui favorise le conformisme. Selon lui, la société, qu'elle soit littéraire, commerciale, bourgeoise, c'est un ensemble qui renverse les valeurs naturelles, qui va glorifier les médiocres et qui va dévaloriser les esprits supérieurs, ce qui va conduire, bien sûr, à des effets psychologiques désastreux. L'esprit qui est hors du commun, le mathématicien, le philosophe, ne peut briller pour Schopenhauer dans une société nombreuse, car seul ce qui est plat, ce qui est vulgaire, ce qui est grossier peut y faire bonne figure. Vous l'aurez compris, la société, c'est l'inversion systématique des valeurs naturelles. C'est le lieu où les premiers seront les derniers et où triomphent éternellement le conformisme et la bassesse morale. Schopenhauer, comme Balzac d'ailleurs, nous montre la société du XIXe siècle comme une série de cercles où le moi perd progressivement de sa force, où il faut nager avec les courants porteurs, avec la comédie humaine, sans jamais être sûr de gagner en fonction de ses mérites, mais en étant pratiquement sûr de perdre à défaut de réputation. Alors, ici, une objection pourrait surgir. Certains, en effet, pourraient arguer que si la société bourgeoise du XIXe siècle est néfaste à notre épanouissement, à l'épanouissement de notre caractère, il existe une autre société plus bénéfique, une société qu'on pourrait appeler philosophique, une société restreinte, qui, elle, apporterait des bénéfices, comme l'amour, comme l'amitié, c'est-à-dire des moyens de sortir de l'ennui. Mais Schopenhauer, et c'est là ce qui fait sa signature, a une réponse très tranchée à ce sujet. En effet, pour Schopenhauer, même les relations les plus intimes, comme l'amitié et l'amour, ne peuvent nous satisfaire véritablement. Sur ce point, il va s'éloigner de la pensée des philosophes grecs, comme Aristote, par exemple, qui insistait sur le rôle de l'amitié dans la construction du bonheur, ou comme Épicure, qui voyait l'amitié comme un lien philosophique par excellence entre un maître et un disciple. Schopenhauer va se révéler ici inflexible. Il va nous dire que la société, aussi bien large que restreinte, ne peut nous satisfaire. Pourquoi ? Parce que la satisfaction, dit Schopenhauer, réside dans un accord parfait. Un accord parfait avec soi-même, ce qui est impossible à atteindre lorsque quelqu'un est devant vous, ce qui est impossible à atteindre avec autrui. Écoutons Schopenhauer. On ne peut être, dit-il, à l'unisson parfait qu'avec soi-même. On ne peut l'être avec son ami, on ne peut l'être avec la femme aimée. Il est vrai que Schopenhauer ne s'est jamais marié et que les deux relations féminines que nous lui connaissons furent des échecs. J'aimerais cependant apporter ici une nuance. Ce que Schopenhauer n'a pas connu ou n'a pas trouvé chez l'homme ou chez la femme, c'est-à-dire une amitié véritable, il l'a peut-être obtenu avec la compagnie de son célèbre chien, d'un caniche qu'il appelait Atma, Atma qui veut dire en sanskrit âme du monde, caniche qu'il vénérait au plus haut point de le coucher sur son testament. Écoutons ce qu'il dit d'ailleurs des animaux, puisque Schopenhauer était très sensible à la vie animale. Ce qui rend, dit-il, si agréable la société de mon chien, c'est la transparence de son être. Mon chien est transparent comme le verre. S'il n'y avait pas de chien,
Je n'aimerais pas vivre, dit-il. Donc rejet du monde social, rejet de la bonne société, rejet du monde amical et de la chaleur du partage, rejet également du monde amoureux et de l'échange affectif. Et on a envie de poser la question en allemand, warum, pourquoi ? Pourquoi ? Si l'homme n'est pas poussé vers autrui, quelle est la tendance, quel est le désir fondamental de l'humanité ? Et Schopenhauer, ici, va affirmer que ce qui est au cœur de toutes nos actions, c'est tout simplement l'égoïsme. Nous ne voulons, dit-il, que notre bien et non celui d'autrui. Schopenhauer dira d'ailleurs, on ne veut de bien qu'à soi seul. En effet, même si le fondement de la morale, c'est la compassion, comme il le dira dans un ouvrage sur les fondements de la morale, il faut bien admettre, dit Schopenhauer, l'universalité de l'égoïsme. Écoutons-le. Quelque étroitement que l'amitié, l'amour et le mariage unissent les humains, on ne veut entièrement et de bonne foi de bien qu'à soi seul, ou tout au plus encore à son enfant. Moins on aura de se mettre en contact avec les autres hommes, mieux on se trouvera. Ce qui fait que pour Schopenhauer, la seule voie vers la liberté et la satisfaction, c'est l'acceptation de notre égoïsme et de cette quête de la solitude. On ne peut vraiment, dit-il, être soi-même qu'aussi longtemps qu'on est seul, car on est libre qu'étant seul. Cependant, avouons-le, tout le monde n'accepte pas cette vision de la solitude. Qu'en est-il des objections et des nuances apportées par d'autres penseurs ? Schopenhauer reconnaît que certains hommes balancent éternellement entre deux maux, entre deux écueils. Le premier écueil, c'est l'état d'une solitude que je nommerais absolue, que nous ne supportons pas. Pascal d'ailleurs disait que personne n'arrive à rester seul dans sa chambre, car la face sombre de la solitude, c'est bien sûr l'ennui. Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Mais une fois que nous sommes en société, voilà le deuxième écueil qui surgit, c'est-à-dire que la société soit mondaine ou autre, la bêtise et la suffisance des autres deviennent rapidement insupportables. Je passe donc, selon un fameux mouvement de balancier vu par Schopenhauer avec finesse, je passe donc de l'ennui, de la solitude, à la souffrance de la compagnie. Et Schopenhauer, pour illustrer ce passage de l'un à l'autre, de la souffrance de l'ennui à la souffrance de la compagnie, eh bien, il va créer cette fameuse parabole des porcs-épics que je vous livre ici. Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs-épics s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là entre les deux mots jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres, mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance, « Keep your distance ». Par ce moyen le besoin de se réchauffer n'est, à la vérité, satisfait qu'à moitié, mais, en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant celui qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagréments, ni en causer.
On voit dans ce texte qu'il y a pour Schopenhauer 2 catégories de personnes. Les premiers individus, et qui sont de loin les plus nombreux, rentrent dans le tourbillon de l'ennui et de la souffrance, passant de la tristesse à la joie et de la joie à la tristesse, s'enfermant quelque temps chez eux, s'enfermant dans leur tanière. Ils commencent par s'ennuyer fortement pour sortir violemment et s'exposer au contact risqué avec autrui pour finir par regretter leur solitude d'antan. Les seconds sont capables de refuser cette illusion et vont garder le cap vers la plus parfaite solitude. Ce sont, dit Schopenhauer, les âmes fortes. Schopenhauer va dresser comme Platon une hiérarchie des âmes qui est basée sur leur capacité à supporter et apprécier la solitude. En fait, ces âmes fortes supportent la solitude et la réclament en quelque sorte, comme on réclame de l'oxygène, tandis que les âmes vulgaires la fuient. Ces âmes fortes sont tellement riches intérieurement qu'elles ne cherchent pas des distractions extérieures, mais elles sont capables, dit Schopenhauer, de se distraire elles-mêmes et de se distraire d'elles-mêmes. Cicéron dit dans un langage imagé qu'apprécie Schopenhauer que le sage porte tout en lui, car le sage n'a pas besoin d'aller vers le monde, car le monde est déjà en lui. Alors, en conclusion, on pourrait dire que lorsque nous examinons ces réflexions de Schopenhauer, il est facile, bien sûr, de l'imaginer comme un superbe misanthrope brillant dans le ciel des idées. Ses méditations sur la vie, sur le désir, sur la douleur révèlent une vision du monde, nous l'avons vu, souvent sombre, solitaire. Et Schopenhauer va nous inviter à envisager la solitude non pas comme un isolement déprimant, mais plutôt comme un état de réflexion profonde et de paix intérieure. Cependant, limiter la réflexion sur la solitude à Schopenhauer serait bien sûr réducteur. Le thème de la solitude est en réalité une constante dans la philosophie allemande. Bien avant Schopenhauer, vous avez le poète noveliste d'ailleurs, dans son œuvre Henri d'Ofterdingen, qui nous parle déjà de la douceur de la solitude, qui présente cette solitude comme un refuge poétique et spirituel. Et après Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, qui sera un lecteur et un admirateur de Schopenhauer, qui reprendra ce thème avec une intensité particulière, puisque pour Nietzsche, la solitude également n'est pas simplement une retraite du monde, c'est une nécessité pour un épanouissement personnel et philosophique. Il en parlera avec force dans son ouvrage « Also sprach Zarathustra », ainsi parlait Zarathustra, où il nous exhortera et nous dira « Fuis mon ami, réfugie-toi dans ta solitude ». Pour Nietzsche, se retirer dans la solitude est un moyen de se retrouver, de s'élever et de se purifier des influences extérieures.